sûr de se tromper, mais au moins on aura essayé. Un peu comme quand on pense à la façon dont nos ancêtres dans le passé pensaient à l'avenir, je ne vais pas la répéter cette phrase-là, nos ancêtres en 1900, ils imaginaient que dans 100 ans, il y aurait des voitures volantes et on se chaufferait au radium, mais toutes les femmes étaient toujours en corset, tous les hommes étaient toujours en redingote, ils n'avaient absolument pas vu cet aspect sociologique qu'on a nommé la libération de la femme, qui fait que la femme a pu se mettre en pantalon. Ils n'avaient pas du tout prévu, je sais pas, l'invention du jean et notamment la mondialisation au niveau de la mode, l'invention du prêt-à-porter et finalement une certaine uniformisation de l'habillement. Et je dirais que ces images auxquelles je pense, vous avez dû les voir, ces anticipations de 1900 où on voit des voitures qui volent dans le ciel, c'est, je dirais, de la mauvaise SF, en sens où ils n'ont pas su prévoir les évolutions mentales qu'allaient entraîner les évolutions techniques. Pour aller dans le sens que tu viens de décrire, Catherine, je me souviens d'une remarque que faisait H.G. Wells, jeune bourgeois intellectuel anglais du début du siècle, qui déclarait qu'il ne croyait pas au développement de l'automobile parce qu'il pensait qu'on ne trouverait jamais assez de chauffeurs. Ce qui est vraiment tout à fait significatif du fait qu'une éventuelle prospective technique se heurte à un préjugé social tout à fait fort et qui l'empêchait, qui l'aveuglait sur éventuellement une vision de l'avenir. De la même manière que quand on regarde un péplum de 1960 ou un péplum d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. On est bien dans des projections de notre temps à chaque fois sur le sujet. En même temps qu'on reconnaît que ça se passe dans l'Antiquité, on reconnaît l'époque à laquelle ça a été filmé. Vraiment en même temps. Beaucoup plus même en général. Peut-être même encore plus. C'est vrai. Étienne Clavat. Voilà, la question que vous posez, c'est est-ce que le futur est pensable ou impensable? Moi, naïvement, je dirais que pour le penser, il faut déjà le représenter. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une évolution dans les 30 dernières années assez radicale quand j'étais adolescent. Dans les années 70, tous les jeudis avec mes frères et sœurs, nous recevions Tintin, Pilote, d'autres magazines qui nous parlaient de façon hebdomadaire de l'an 2000. L'an 2000 était représenté au sens fort du terme. Il était mis en notre présent à partir de travaux de prospective ou de science-fiction parfois. Évidemment, il y a eu beaucoup d'erreurs. Tout n'a pas été prévu, il y a des choses annoncées qui ne se sont pas produites. N'empêche qu'on était assez rassurés et on pouvait décider du chemin personnel qu'on allait suivre entre le moment où nous étions et puis ce futur qui était configuré. Aujourd'hui, j'ai l'impression que cette configuration du futur ne se fait plus, en tout cas pas de façon unanime, de sorte que nous serions bien embarrassés si nous devions expliquer à un adolescent d'aujourd'hui comment sera le monde en 2050, comment sera l'éducation, comment seront la géopolitique, qu'en sera-t-il de la question de l'énergie. Voilà. Et à chaque fois qu'on essaie de creuser ces questions, par exemple celle de l'énergie, on est plutôt pris d'angoisse. Alors qu'à l'époque, non. Ce qui veut dire qu'en une génération, la figure qui permettait de penser le futur, qui était la révolution. Quand j'étais adolescent, tous les matins au lycée, on me distribuait des tracts m'expliquant une vision suffisamment crédible du futur et suffisamment attractive pour que toute affaire cessante, j'aille préparer la révolution. Aujourd'hui, on nous propose une image du futur qui est suffisamment crédible et suffisamment répulsive pour que je fasse tout ce que je peux faire pour empêcher la catastrophe. Et donc on est passé comme ça en 30 ans de la figure symbolique de la révolution comme outil de prédiction du futur à la catastrophe. Et je pense qu'il faudrait se calmer et trouver une façon d'enchasser nos projets dans quelque chose de moins extrême. Mais en fait, la nouveauté, c'est que le projet scientifique, par exemple, pendant très longtemps, pendant la période qu'on a appelée la modernité, il a été enchâssé dans un projet de civilisation, qui était le projet des modernes, le progrès, etc. Aujourd'hui, c'est moins net, et je me demande si le futur est pensable dès lors que nous ne disposons plus d'une idéologie pour lui donner un sens qui permette de le représenter. Oui, Xavier, puis Denis. Oui, juste pour rebondir sur la petite anecdote d'H.G. Wells, c'est l'exemple du fiacre. Par exemple, si
quelqu'un au 19e siècle qui était payé pour résoudre les problèmes de fiacre savait qu'en 2015 on n'a plus de problème de fiacre, on serait que dans le futur on est devenu vraiment balèze dans la gestion des fiacres. Tout simplement, les fiacres ont disparu. Mais pour revenir à la question de la prévision du futur, ce qui est intéressant aussi, et je rebondis justement dans l'enchâssement de la réflexion sur le futur dans la société, dans une idéologie, c'est que on ne parle jamais du futur dans les journaux, dans les médias, on parle de l'avenir. L'avenir est devenu par contre un terme qu'on entend tout le temps. Par exemple, aux jeunes, on leur dit que tu prépares de plus en plus tôt d'ailleurs ton avenir, que tu penses à ton avenir, que tu vas faire dans l'avenir. Et le terme futur lui-même a été exclu du discours comme s'il était inatteignable ou pas représentable, alors qu'on cherche à se représenter l'avenir. Et il faut bien avouer que les représentations communes de l'avenir sont grises, tendance noire même. Elles sont tristes. Ce qui d'ailleurs pourrait amener une question secondaire qui serait pourquoi il y a un désenchantement dans la science-fiction actuelle qui se tourne de plus en plus vers des passés plus ou moins revisités, etc. Mais par rapport à la question du futur et de la science-fiction, ce qui est intéressant, c'est que le futur de la science-fiction est toujours un futur extrêmement prévisible et rassurant, y compris dans la part plus ou moins pauvre de science qu'il y a dans la science-fiction. Par exemple, sur les lois de la science, les lois de la physique, dans la science-fiction, il peut y avoir par exemple des ruptures dans les lois de la science, mais qui sont toujours locales. Par exemple, dans une vallée, je sais pas, il n'y a plus de pesanteur, ou le temps est devenu réversible, etc. Mais il y a toujours cette idée qu'il y a une permanence des lois de la science dans la science-fiction. Par exemple, il n'est jamais envisagé que demain, vendredi, toutes les lois de la science s'arrêtent au nom d'une science supérieure qui expliquerait tout et qui devait commencer maintenant. Oui, quelque chose qui était prévu pour démarrer de demain, quoi. Enfin, demain selon notre datation, bien sûr. Donc la science a au moins ce garde-fou, cette barrière rassurante, la science-fiction, pardon, qui est de la permanence, en tout cas dans les romans de science-fiction, des lois de la science qui, si elles sont bousculées, ne sont jamais remises en cause. Ben, ce qui est un petit peu étonnant, peut-être que ça nous permet de relativiser la chose, mais si on regarde de près la littérature de fantasy, si on enlève quelques exceptions, la magie, des dragons, mais après tout c'est une idéologie un peu extrapolée, si on enlève ça, les lois fondamentales de la physique et de la chimie sont parfaitement respectées. Y compris la magie. Et la magie peut avoir une rationalité parfaite, par ailleurs. La magie